Mon père, Gaston Bourbouze, instituteur dans les Yvelines, ayant fait les EOR, l'école des officiers de réserve, en 1928, pendant son service militaire, suivi ensuite d'une période dite d'exercice en 1930, fut promu lieutenant de réserve en 1932. La guerre contre l'Allemagne d'Hitler étant déclarée le 3 septembre 1939, le 2 septembre, c'est la mobilisation générale. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Il est affecté au 5e RIC, régiment d'infanterie coloniale, lui qui sans doute n'avait jamais vu un seul Africain noir de sa vie. Rendez-vous à Bourges. J'ai en main son journal de marche du 2 septembre 1939 au 23 juin 1940 qu'il a rédigé au tout début de sa captivité dans son off-flag en Allemagne à partir des notes qu'il avait prises chaque jour scrupuleusement. En tout, une quarantaine de pages écrites à la main de sa belle écriture de directeur d'école. C'est ce journal, estampillé au flag 6D, où il était prisonnier de guerre, qu'il a envoyé par la Kriegsgefangenen Post à son épouse Marguerite, sans que la censure allemande du camp y trouve à redire. On voit le tampon qui mentionne « geprüft », examiné, car il avait évidemment pris soin d'expurger les commentaires trop désobligeants vis-à-vis des Boches. Du 2 septembre 1939 au 10 mai 40, le journal parle peu de guerre, c'est la drôle de guerre. C'est le train-train quotidien, surveillance des avant-postes, quelques escarmouches. 3 septembre, il faut trouver à se loger. Blondel arrive. Comme il est prêtre, il trouve facilement à se loger chez le curé du lieu. Il m'y emmène, car j'y serai sûrement mieux. Le vieux curé, très sympathique, nous fait goûter de son petit vin de messe. Nous travaillons à mettre la compagnie sur pied, car la mobilisation me paraît avoir été assez mal préparée. 11 septembre, départ en train de Bourges vers la ligne Maginot. Tout à coup, un fracas épouvantable. Coup de frein de notre chauffeur, 2 trains se sont télescopés. Ce sont des réfugiés blessés dans l'accident. Nos soldats travailleront toute la nuit pour les dégager, ainsi que de nombreux morts. Pendant le séjour dans ce village, je m'occupe surtout de la récupération des veaux, des vaches, des cochons, des chèvres, et je suis surnommé l'officier vacher. Je distribue des veaux aux compagnies. Oh, les soldats ne sont guère à plaindre en ce moment. Installés dans les maisons, ils font leur cuisine. Il fait d'ailleurs un temps superbe. Aucun incident, si ce n'est une intense activité des avions. De nombreux combats ont lieu au-dessus d'eux. Un après-midi, c'est un avion en flammes qui file vers l'est et explose en plein vol. Amis ou ennemis, nous y courons et trouvons les débris d'un trimoteur Pothèse et des corps mutilés de ses 3 occupants. C'est la guerre quand même. Un peu plus tard, 29 septembre, mon père se trouve du côté de la ligne Maginot qui a été minée. Nous voyons encore dans les branches les restes sanglants de 3 cavaliers qui ont sauté avec leurs chevaux. 1er octobre, vers Saint-Avold, les troupes se replient et c'est un spectacle très pittoresque. Défilé de soldats traînant leurs bardas dans des voitures d'enfants et se protégeant de la pluie avec des parapluies. Le 5 octobre, à Chénicourt, le curé Blondel ravitaille la popote en poisson, grâce à la rivière et aux grenades que je lui fournis. 24 novembre, à 7 heures, par un froid très vif, nous repartons direction Saverne. La 302 ne veut pas partir. 20 décembre, nous sommes de retour à Orbach, je vais partir en permission. Petit commentaire personnel, je suis né le 26 septembre 1940 et si mes calculs sont exacts, c'est pendant cette perme que je fus conçu. 17 janvier 40, nous n'avons souffert que du froid. 19 janvier, Lescure et son groupe franc partent en patrouille. Ils sont accrochés par -26 et de la neige, ce ne doit pas être drôle. 20 janvier, le colonel m'a demandé pour être officier de liaison. Que vais-je faire? Le commandant Roy ne veut pas me lâcher, mais comme le colonel insiste, je passe à l'état-major du régiment avec les fonctions d'officier de liaison. Le 16 février, là c'est vraiment du neuf, sur le plan stratégique, il y a un changement important. Ils vont dans la région de Miel, Saint-Mihiel. Je suis chef de convoi d'autolégère. La route est longue, nous fonçons et arrivons d'assez bonne heure à Villotte. Je prépare le cantonnement rapidement. En effet, la 6e DIC, dont le régiment de mon père fait partie,
vient d'être installé à l'arrière d'autres divisions en réserve du grand quartier général. Le 10 avril, le régiment devient le RICMS, Régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais, avec l'arrivée venant de Rivesaltes de renforts sénégalais. À l'époque, c'est le terme générique pour désigner les soldats fraîchement recrutés dans les différents pays d'Afrique noire, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Sénégal. Ce régiment mixte de mon père comprend donc 1800 soldats indigènes, c'est le terme consacré, et 900 Européens, français bien sûr. Jusqu'au 13 mai, nous travaillons ferme à la mise sur pied du régiment sénégalais. Ces Noirs sont de bons bougres. Mais l'ambiance semble se détériorer. Un point noir, Murer, un camarade, se suicide. 15 mai, la division est alertée pour faire mouvement et se porter entre Dun-sur-Meuse et Saint-Juvin. Nous allons donc être cantonnés à 40 km au sud de Sedan. 15 mai, c'est une date très importante. Il faut absolument qu'on fasse le point et prévenir sans faute mon père qu'ils vont se recevoir une déferlante sur le crâne à laquelle ils ne sont pas du tout préparés, au moins psychologiquement. Il nous faut rappeler maintenant les grandes lignes de ce conflit. On sait que face à une Allemagne remontée à bloc, la France rentre dans cette guerre à reculons. Avec les souvenirs trop proches de l'effroyable saignée de 14-18, personne ne la voulait cette guerre. Et comme le démontre à sa modeste échelle le journal de marche de mon père, la drôle de guerre, qu'il a vécue de septembre 39 à mai 40, ne fait que souligner que l'on n'était pas prêt et qu'on ne voulait pas provoquer l'armée allemande enterrée dans la ligne Siegfried. L'armée française se croyait à l'abri de la ligne Maginot au sud, protégée par le massif des Ardennes au centre et par la neutralité de la Belgique au nord-ouest. Elle adoptait une stratégie résolument défensive. Tout le monde attendait, mon père comme les autres. Le général Hunziger, chef de la 2e armée dont fait partie le régiment de mon père, prévenu le 9 mai d'une éventuelle attaque allemande, assiste ce même jour à Vouziers à une représentation du théâtre aux armées. Il avait déclaré en avril: « J'estime qu'il n'y a aucune mesure urgente à prendre pour le renforcement du secteur de Sedan. » Soigneusement préparé, arrive le coup de tonnerre de l'attaque allemande le 10 mai, qui se porte sur la Hollande, foudroyée en moins de 4 jours, et sur la Belgique, qui résiste un peu plus. Le général Gamelin donne donc l'ordre aux armées alliées les mieux équipées de se précipiter plein nord au devant de l'ennemi, qu'elles réussiront d'ailleurs à arrêter. Mais c'est un piège. Le plan allemand ou plan jaune consiste en fait à percer le front en traversant le massif forestier des Ardennes, réputé infranchissable pour des chars, à la charnière des armées du Nord et de la ligne Maginot, en fonçant sur Sedan, donc dans une zone mal défendue. Puis, les forces allemandes devront foncer sans tarder vers l'ouest pour encercler les troupes des Alliés restées au nord. C'est le fameux coup de faucille qui va être appliqué brillamment. Les blindés de Guderian, soutenus par les bombardements incessants des Stuka qui désorganisent les communications, traversent les Ardennes belges et avancent de 120 km en 48 heures, précédant l'infanterie. Ils bousculent l'armée du général Korap un peu au nord. 3 divisions blindées foncent alors vers Sedan. Guderian arrive le 12 mai sur la Meuse, mais les ponts ont été détruits à temps. Le 13 mai, les Allemands préparent le franchissement de la Meuse par un terrible bombardement aérien qui va durer 6 heures. 1500 avions, dont 600 bombardiers, protégés par les Messerschmitt, balayent les avions de chasse français et s'acharnent sur les points de résistance au sol, les fortins. L'artillerie de la 5e division résiste héroïquement, mais la DCA est médiocre et impuissante face aux vagues d'avions. À 16 heures, une attaque allemande perce la ligne de front et commence à traverser la Meuse sur des canaux pneumatiques pour établir une tête de pont et réduire au silence les derniers fortins. Au soir du 13 mai, 3 têtes de pont sont établies pour le passage de véhicules légers.
En l'absence de toute contre-attaque pendant la nuit, on va beaucoup le reprocher au général Hunziger, les Allemands installent alors de véritables ponts flottants. Guderian fait traverser la Meuse à 60 000 soldats et 22 000 véhicules, dont 850 chars, le 14 mai. Analysant très mal la situation, le PC du général Gamelin à Vincennes apprend avec plusieurs heures de retard les événements. Il s'est produit un pépin assez sérieux à Sedan. Général Georges, mai 40. De fait, entre le 10 et le 20 mai, le haut commandement français qui comprend qu'il s'est fait berner va montrer une consternante absence de réaction. À Sedan, la situation devient gravissime. Malgré une résistance farouche, les réserves sont inexistantes, les officiers débordés, il y a des mouvements de panique et des fuyards. Le 14 mai, une contre-attaque s'organise avec les chars légers du 7e bataillon, des FCM 36, qui souffrent toutefois d'une vitesse insuffisante et sont pénalisés par le choix d'un canon court de 37 peu efficace. Dans le ciel, les Stukas sont meurtriers. Ce combat anti-char héroïque freine l'avancée allemande mais finit par échouer. Face aux Panzer 3 et 4, 3/4 des chars sont détruits. Toutes les lignes de défense avancées tombent progressivement. Deux unités blindées allemandes qui ont percé le front à Sedan se dirigent alors comme prévu vers l'estuaire de la Somme, dans une progression foudroyante qui effraie même l'état-major allemand, qui s'attend à des contre-attaques sur le flanc gauche. Mais Guderian l'anticipe et protège son avancée vers l'ouest par une Panzer-division qui part vers le sud, là où Hunziger a replié la 2e armée française pour tenter d'établir un barrage au sud qu'il confie à une troupe considérée comme sûre, l'infanterie coloniale. Sur un front de 20 km, la 1re et la 6e division font face à toute la puissance mécanique allemande. On compte 30 000 hommes, dont 10 000 soldats noirs africains. Et c'est précisément ici que je retrouve mon père, dans l'œil du cyclone, au sein de la 6e division, une des pièces maîtresses du front sud. Elle va résister 3 semaines durant à l'offensive allemande, avec ses multiples attaques, au prix de très très lourdes pertes. Son régiment, le 5e RIC, est enfin alerté le 14 mai à 18h. Mais les camions retardés n'arrivent que le lendemain. Que de temps perdu. 15 mai, le régiment arrive en camion. Il débarque à Briquenay, 30 km au sud de Sedan. 16 mai, à 11h, je porte au colonel l'ordre de se porter sans délai sur le mont Damion. La route est bombardée. Une colonne d'artillerie est en pagaille. Beaucoup d'hommes et de chevaux ont été tués. Je me trouve nez à nez avec le tronc d'un soldat malgache. Drôle d'impression. Ma moto dérape dans le sang des chevaux. À 2 km de là, à Stone, se déroule un combat de chars qui restera dans les annales. Attaques et contre-attaques vont se succéder et le village va changer 17 fois de main. Les pertes en soldats furent nombreuses. Côté allemand, 3000 tués, 24 chars détruits. Côté français, 1000 tués, 33 chars détruits. Et tout près de là, en pleine attaque allemande, après une marche de 20 km exténuante, le 5e RIC tente d'assurer la relève au mont Damion de la 2e division légère de cavalerie, très éprouvée par les bombardements incessants. C'est la fameuse bataille de Somote-Mont-Damion. Au prix de furieux combats, le front sud va résister à toutes les attaques allemandes pendant plus de 10 jours. 17 mai. Nous quittons les motos et cherchons le colonel dans les bois. Je le trouve, lui remets le pli et finis ma nuit. Nous nous réveillons vers 5h car les bois sont frais. Je retourne à Somote. L'ennemi déborde le 5e RIC par l'ouest vers la Berlière. À 19h30, le 1er bataillon attaqué se replie de 500 mètres. 18 mai. Un chapelet de 3 bombes tombe à 10 mètres dans une tranchée où s'étaient réfugiés 7 malheureux types. Pas un n'en réchappe. Nous ne pouvons même pas les déterrer. Les soldats rebouchent la tranchée et plantent les croix dessus. 20 mai. Toute la journée, Somote est bombardée. En moto, j'entends beaucoup moins les obus, c'est plus facile d'être courageux. Arrivé au PC, un bruit épouvantable. C'est un obus. Je suis couvert de gravats. Le capitaine Néel est blessé. Ma moto a 3 éclats dans le cou. 23 mai. À 3h du matin, le 5e RIC est attaqué. Je file prévenir le colonel. Le 1er bataillon est encerclé. La 3e compagnie est anéantie. Le téléphone est coupé, sûrement par les copains d'en face. Le colonel l'apprend, décide de m'envoyer au mont Damion pour savoir ce qui s'y passe. Vous allez partir et revenir, me dit-il.
Pourrais-je passer dans Hoche sous le barrage d'artillerie? Je laisse la moto et pars à pied. Je me plaque 10 minutes dans un trou car les éclats sifflent drôlement. Je passe dans Hoche qui flambe. Un lieutenant du GR, il ne m'invite pas dans son trou car il n'y a plus de place, m'apprend que le colonel est encerclé. Impossible de remettre la moto en route, réservoir percé. Je pars à travers champs, j'arrête une auto du GR et me fais reconduire à Vaux-en-Dieulet où je rencontre. 25 mai. Dans la nuit, je retourne à la ferme de la Polka porter des ordres au colonel Lebris. Le PC a été bombardé, j'ai encore une moto en l'air, la Rava, qui a le réservoir criblé d'éclats d'obus. 27 mai. Le régiment s'est replié à Verpelles. Nous allons le reformer, car il manque un tiers de l'effectif. 1000 hommes sont tués ou blessés sur 3500. 1er juin. Une bonne nouvelle. Le colonel Lebris m'apprend que le général me cite à l'ordre de la division. J'en suis fort heureux. Officier de liaison très brave, très crâne, sang-froid et courage admirable, absolu mépris du danger, magnifique exemple de bravoure et d'abnégation. Mais cette croix de guerre, il s'en faudra de peu qu'il ne l'ait qu'à titre posthume. Les hommes sont exténués. Les troupes allemandes continuent d'avancer et le front sud recule dans un désordre indescriptible. 11 juin. Je retrouve la division. Le général Karl m'accueille en sauveur et m'envoie porter un pli au colonel Laprin. Un lieutenant d'intendance vient nous prévenir qu'il fera ce soir sauter son dépôt. J'y pars et je ramène 57 kilos de tabac dans la Simca qui est pleine à craquer. Le lieutenant de l'intendance, qui est vraiment un as, exige que je lui signe un reçu. Quel phénomène! Tout va brûler dans quelques heures, il y a vraiment de quoi rire. 12 juin. Le régiment est attaqué par une cinquantaine de chars. Je reviens au PC réclamer de l'aide. Rien à faire, me répond-on. Presque un bataillon sera détruit et de nombreux disparus. 13 juin. Le colonel Leprin m'envoie à la recherche de mon régiment. Je sais à peu près par où il doit passer. Je regarde la carte et décide de prendre la grande route. Ça reposera à la Simca. La route est belle, nous gazons. Nous nous félicitons avec Giraud, mon chauffeur, d'être si tranquille. Lorsque nous arrivons au carrefour de la Grande Romanie, il est défendu par des chicanes. Il y a même une pancarte, danger de mort. En effet, j'aperçois un type qui me regarde arriver. C'est bien un Allemand, car à 20 mètres, il nous lâche plusieurs rafales de mitraillettes. Je crois avoir la berlue, car il devrait être à 10 km de là. Les balles claquent autour de nous. Nous sommes flambés et ils ne vont pas nous louper. Giraud, surpris, change de vitesse et hésite en plein carrefour. Nous baissons la tête. Ni l'un ni l'autre n'avons de casque. À droite, criai-je, en prenant le volant dans la main gauche, risquant un œil pour passer la deuxième chicane. Je lui hurle « Fonce, fonce !» Les Allemands ne s'estiment pas battus. Ils sautent dans une auto et nous poursuivent. La Simca vole, mais tout à coup, les pneus sont crevés, dit Giraud. Notre avance diminue, les balles sifflent toujours. Je m'apprête à dire « Arrête et sauvons-nous à travers champs » quand j'ai la certitude qu'ils abandonnent la poursuite. Ni l'un ni l'autre ne sommes blessés. La Simca est percée à deux endroits. Un large trou à 10 cm au-dessus de la tête de Giraud. Plus bas, une balle est passée entre nos jambes. Nous avons une veine insensée. La Simca a deux bielles coulées. Nous continuons à 10 km/h jusqu'à l'entrée de Tiwa, où j'arrête le régiment qui partait pour passer le fameux carrefour, sans s'en faire. Un bataillon est laissé à la ferme de Neuf-Bellay pour protéger son repli. Ça bardera à la ferme. Elle brûlera. J'apprendrai que le bataillon a été perdu presque en entier. Le commandant Teclet et le capitaine Chambion, des chic types, ont été tués. Mais il n'y a plus de relève possible. Les régiments abandonnent leur position, c'est la retraite générale. Les Allemands avancent très vite, les attaques givrées en Argonne sommeillent, refoulant les troupes françaises qui tentent de s'interposer. Les routes sont terriblement encombrées et retardent les mouvements des troupes. C'est l'exode. On sait maintenant qu'entre le 15 mai et le 10 juin, au moins 6 millions de Français abandonneront leur domicile et participeront à l'exode. « 15 juin. J'aperçois la 402 du colonel Laprin, criblée d'éclats. Il est grièvement blessé. Il mourra peu après de ses blessures. J'apprends que les Allemands sont à Paris depuis hier. Je suis totalement dégonflé. Je pleure en pensant à ma Guite. Qu'a-t-elle fait? Barry le Veto et Rateau essaient de me remonter le moral.
16 juin. Je file sur Bouc, mais quel embouteillage! Je descends faire garer des voitures. Brenner, qui accompagne le général, veut m'aider. Il parle un peu trop brutalement à un conducteur qui, sans se soucier de ses galons de capitaine, le boxe. Je n'en peux plus et couche dans une grange. 17 juin. Toute la nuit, des troupes ont défilé. Nous devons protéger leur repli. Toutes les routes sont embouteillées au possible. Des avions allemands lancent des tracts. Vous êtes trahis. Je crois bien que c'est vrai. Tout sans la fin. Seul on pourrait s'échapper, mais il faut rester. Guillot, officier de liaison du 43e RIC, se fait crever les pneus par un soldat qui le soupçonnait de vouloir s'enfuir. Du 18 au 20 juin, les déplacements de mon père sont pathétiques. Il fait des navettes dans tous les sens, d'un PC à un autre PC, cherchant les bataillons qui se replient. Nous partons à Don-Germain. Tout le long, nous sommes bombardés. Beaucoup de tués sur la route. Nous arrivons dans un bois immense. Il faut porter au 5e RIC l'ordre de repli, mais la route est coupée par les Allemands et il va falloir que je passe à travers le bois. J'avance prudemment. À l'entrée d'un village, je vois un soldat. C'est un noir, ça va. Encore une corvée menée à bien. 20 juin, Bagneux devient intenable. 21 juin, le général, nous sachant encerclés, décide de former les troupes en carré pour se défendre. En sortirons-nous? Je vais porter l'ordre de repli au colonel Lebris. Je prends ma tenue neuve dans mes cantines et la mets. Je me rase à la fontaine du Thuyer-les-Groseilles, là où j'avais pris un café le 9 octobre avec Gauthier et Quéron. Gauthier a disparu, Quéron est blessé. Je reste seul. Des bruits d'armistice circulent, ça serait épatant. À minuit, je porte l'ordre de cesser le feu au colonel Lebris. J'ai la frousse de me faire descendre au dernier moment. Enfin, il faut y aller. Ça ne gaze plus. Le ressort est cassé. 22 juin. Le général a entamé des pourparlers pour une reddition avec les honneurs de la guerre en attendant l'armistice. Suspension des hostilités. Nous devons nous rendre le 23 à midi. 23 juin. De très bonne heure, je rejoins le PC du colonel Lebris. Le colonel fait brûler le drapeau. Nous brûlons nos papiers. Les soldats détruisent leurs armes. Barry brûle 180 000 francs de billets de banque. Tout cela est bien triste et les Sénégalais n'y comprennent rien. Le colonel, le commandant Saint-Gall et moi prenons chacun notre voiture et en route. Nous arrivons à Colombey-les-Belles où nous sommes attendus par un commandant allemand. Premier contact. Le commandant est chic. Il demande quelle division nous sommes. 6e DCI, lui répond le colonel. Ah oui, je connais. Combat très dur avec vos noirs à Suip. Nous quittons Colombey pour Uruf. La captivité commence. Sera-t-elle longue? Bilan de 6 semaines de combat à l'échelle nationale, 60 000 tués, c'est-à-dire 1000 par jour, 200 000 blessés et 1 450 000 prisonniers. Cette guerre éclair, la Blitzkrieg, laisse une France abasourdie devant l'ampleur et la rapidité de la défaite. Contrairement à ce qu'on a pu écrire, la résistance a été acharnée, et les soldats se sont battus héroïquement, notamment sur ce front sud où était mon père. Et d'un point de vue strictement matériel, l'armée française de terre faisait quasiment jeu égal avec la Wehrmacht, blindés, infanterie, artillerie. Hélas, beaucoup moins dans le ciel, où les Messerschmitt 109 et les bombardiers Stuka imposèrent très tôt leur loi. Mais la cause essentielle de cette défaite, ce fut l'incompétence du haut commandement et de ces vieux généraux qui voulaient refaire en 40 la guerre de 14-18, refusant les nouveautés technologiques, la radio, les chars, les bombardiers, et surtout hostiles à une stratégie fondée sur la vitesse et la puissance de feu coordonnée par radio entre blindés, aviation et infanterie. Toute chose que la Wehrmacht a su remarquablement mettre en œuvre. Le haut commandement français sera alors rapidement débordé par cette avance fulgurante des armées allemandes, pourtant risquées, et sera presque toujours incapable de réagir à temps, ne sachant parfois même pas où se trouvaient ses propres unités, et encore moins où se trouvait l'ennemi. Le journal de marche de mon père illustre cruellement tout cela. Comme officier de liaison, il a vécu les déficiences du système de communication. Ordres et contre-ordres envoyés et reçus trop tard, lignes téléphoniques coupées, estafettes à moto se perdant, se retrouvant empêtrés dans le flot des réfugiés.
C'était le quotidien de l'officier de liaison, dans une fonction terriblement exposée, souvent seul sur les routes, à la recherche, carte en main, de ses bataillons et leurs PC constamment harcelés par l'ennemi. En janvier 1942, c'est-à-dire 18 mois plus tard, du fin fond de sa captivité dans son naufrage de Münster en Allemagne, mon père réussit à faire passer une lettre secrète à son épouse Marguerite. Cette longue missive, écrite sur un papier très léger, très fin, en caractères minuscules de 1 mm, à lire avec une bonne loupe, était cachée dans la doublure de son képi. Képi que les autorités allemandes lui avaient permis de renvoyer en France. Hors censure, donc, cette lettre est passionnante, parce qu'elle porte beaucoup de commentaires, très sévères en particulier. Quand nous sommes partis en mai et que nous avons été aussitôt engagés pour boucher la trouée de Sedan, nous avons tenu, mais ça n'a pas été sans mal. Les soldats et même certains officiers ne voulaient pas se battre. Tous ne cherchaient qu'à se planquer. Franchement, nous n'avions pas l'impression que pour les hommes, le mot « patrie » représentait quelque chose de concret. Le plus pénible, c'est que si nous entendions parler de patrie, de France, c'était par nos Sénégalais. Des types faisaient 200 ou 300 mètres vers l'arrière parce que leur place était trop exposée, sans s'occuper si l'ennemi allait arriver par la place désertée. Je dois dire que nous étions arrivés dans des conditions épouvantables. En montant, nous ne rencontrions que troupes débandées, soldats sans chef qui nous racontaient des histoires extraordinaires. La première nuit était pour nous à la limite du désastre. Un instant de plus et le régiment était pris de panique et nous n'aurions été battus cette nuit-là que par la panique. Des ordres émanant de je ne sais qui auxquels on s'empressait d'obéir parce qu'ils disaient « reculez ». Dans notre régiment, nous avons eu de la chance. Cette situation n'a duré que 2 jours. Sur 3000 hommes, nous n'avions que 500 blancs et des Sénégalais, et nous faisions ce que nous voulions. Ces 2 jours passés, les blancs ont été ensuite à la hauteur et beaucoup ont racheté les fautes de cette nuit. Un camarade officier de cette fameuse nuit a été tué bravement quelques jours après. Par malheur, nous avions contre nous des types qui en voulaient et qui étaient très entraînés. On ne saurait refermer ce journal de marche sans évoquer les tirailleurs africains, ces hommes qui quittèrent leurs terres lointaines pour combattre et libérer la France. Beaucoup l'ont payé de leur vie, et les rescapés qui considéraient le peuple de France comme un frère ont conçu plus tard beaucoup d'amertume vis-à-vis de l'administration française qui les a traités par le mépris. Traitements différents, pensions cristallisées, etc. En 1940, la France était une puissance coloniale, et mon père reprend à son compte les clichés de l'époque qui maintenant nous choquent, bon bougre, etc. Mais il aimait ses soldats, bien sûr, et il y avait une véritable fraternité entre soldats au sein de ces bataillons mixtes. On sait qu'ils se sont glorieusement battus, et que les soldats allemands redoutaient la force noire. Quand il se rend aux Allemands le 23 juin, le 5e RIC, qui comptait début mai 3700 hommes, la plupart africains, dont 87 officiers français de souche, est réduit à 680 hommes, dont 30 officiers, soit 80% des hommes et 70% des officiers portés manquants, blessés ou tués. Sur l'ensemble de cette bataille de France, 179 000 Africains furent mobilisés, dont seuls 40 000 partirent au front, les autres restant en formation ou en réserve. Sur ces 40 000, 17 000 furent tués ou portés disparus, soit 2 sur 5. Les prisonniers africains ne furent pas emmenés en Allemagne, mais détenus dans des camps dans l'est de la France, les Frontstalag. On sait maintenant que 1500 à 3000 tirailleurs africains qui avaient été faits prisonniers ont été froidement exécutés par la Wehrmacht en juin 1940, notamment à Clamecy, à Chasselet, un crime de guerre abject, perpétré non pas par des SS, mais par certains éléments de l'armée régulière allemande, diabolisant ces soldats noirs qui leur avaient héroïquement résisté. Quant à mon père, un autre combat commençait. Il partait pour 5 ans en captivité au cœur de l'Allemagne nazie, dans un nauflag réservé aux officiers prisonniers français.